Bonjour à tous. J'ai l'honneur de présenter cette table ronde qui tourne autour du recyclage et on va réfléchir ensemble sur les solutions pour gérer la fin de vie de nos vêtements, donc de nos produits textiles. Donc, j'ai l'honneur d'accueillir mes trois intervenants. Donc, Antoine Dedieu, qui est chef de projet industrialisation à Refashion. Donc, Refashion, qui est l'éco-organisme de la filière textile-habillement. Et dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, donc de la REP. J'accueille également Olivier Leduc, qui est directeur général délégué de Recyc Local. On en a un peu parlé ce matin. Donc Recyc Local, qui est une société coopérative et qui va proposer des solutions industrielles de valorisation des textiles. Et pour finir, en beauté, donc Fanny Cottré, qui est chargée de mission chez Petchka, donc qui est une start-up régionale Deep Tech. Donc, je vais commencer par une première question à Antoine. Donc, Antoine, si vous pouvez nous présenter Refashion, bien sûr, ses actions, et nous brosser en quelques traits de où en est-on du recyclage en France. Et nous continuerons ensuite par des questions un peu plus techniques. Bonjour à tous déjà. Donc, comme le disait Richard, donc, je suis Antoine Dedieu, je suis chef de projet industrialisation sur la partie recyclage chez Refashion. Donc déjà, qui est Refashion? Refashion, on est l'éco-organisme de la filière du textile d'habillement, linge de maison et chaussures à destination des ménages. Et on met en place une loi qui s'appelle la responsabilité élargie des producteurs. Donc on a un agrément par l'État pour mettre en place cette loi sur la base d'un cahier des charges. Nous sommes financés à 100% par ce qu'on appelle des éco-contributions, c'est-à-dire des montants que nous paient les metteurs en marché, donc toutes les entreprises qui vendent l'une de ces trois typologies de produits en France, qui nous paient cette éco-contribution proportionnellement à ce qu'elles vendent. Et nous, comme on est à but non lucratif, on va réinjecter cet argent dans la filière à différents endroits avec différents dispositifs et on agit un peu à tous les niveaux de la chaîne de valeur, que ce soit au niveau de l'éco-conception, de la sensibilisation des citoyens, de la collecte, du tri, de la seconde main, également du recyclage et de la réparation. Pour rentrer un peu plus dans le détail, peut-être, je vais vous donner quelques chiffres clés de la filière. Donc, le premier chiffre clé, alors je vois que c'est un peu bougé, mais c'est pas grave, c'est la mise en marché. Ce sont les chiffres de l'année 2024. Donc, il y a 891 000 tonnes de produits qui ont été mis sur le marché en 2024. Ça correspond à un peu plus de 3,5 milliards de pièces. Ce qui est assez colossal. Et nous, face à ça, on va collecter, donc avec un système de conventionnement, 289 000 tonnes, ce qui correspond à 32% de la mise en marché, sachant que les objectifs que nous fixent les pouvoirs publics, c'est d'atteindre 60% de la mise en marché qui est collectée. Le gap entre la mise en marché et la collecte va s'expliquer par plusieurs paramètres. Le premier, ça va être le fait que un vêtement qui est acheté, il va avoir une vie dans les placards, ce qui fait qu'il ne va pas de suite atteindre les points de collecte. Il y a aussi énormément de seconde main entre les particuliers, que ce soit le troc ou avec maintenant l'essor des plateformes B2C, C2C, comme Vinted ou Le Bon Coin. Il y a également une part de collecte qui est faite avec des opérateurs qui n'ont pas de convention avec nous, donc sur lesquels on n'a pas de traçabilité. Et enfin, une part non négligeable qui est assez dure à estimer, mais en fait qui est mise dans ce qu'on appelle les ordures ménagères, donc jetées dans la poubelle avec toutes les autres ordures qu'il puisse y avoir, ce qui fait que ce sont des produits qui ne vont pas pouvoir être triés correctement et envoyés vers des voies de valorisation adaptées. Ensuite, après la collecte, on a ce qu'on appelle le tri, donc là où on va pouvoir faire la séparation vers les différentes voies de valorisation. Et on ne voit pas bien le chiffre, mais c'est 206 000 tonnes en 2024, soit 23% de la mise en marché. Le gap entre la collecte et le tri va s'expliquer par différents paramètres. Le premier, les acteurs qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, donc l'ESS, peuvent faire ce qu'on appelle de l'écrémage, c'est-à-dire qu'ils vont sortir du gisement collecté les produits de la meilleure qualité, de la meilleure valeur, pour les revendre directement dans leur boutique. Ce qui fait que ces produits-là, en fait, ils sont collectés, mais vont pas atteindre le centre de tri. Il y a également du tri qui est fait par des opérateurs qui n'ont pas de convention avec nous, donc on perd la traçabilité après la collecte.
Et enfin, il y a ce qu'on va appeler des déchets de collecte. Un exemple très simple, des vêtements collectés humides qui vont moisir, vont être sortis du flux parce qu'ils n'auront pas plus de valeur et ne pourront pas être valorisés. Si on rentre un peu plus dans le détail de ce qui se passe au niveau du centre de tri, donc le centre de tri, c'est l'acteur qui va faire de la séparation entre les différents gisements, les catégoriser pour pouvoir les envoyer vers les meilleures voies de valorisation. À ce niveau-là, on va respecter ce qu'on appelle la hiérarchie européenne des modes de traitement de déchets, c'est-à-dire privilégier les voies de traitement qui ont le meilleur impact environnemental. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 37% quasiment des gisements qui sont triés sont orientés vers du réemploi ou de la réutilisation. Derrière, on va voir le recyclage. Donc, on va passer sur de la valorisation, continue de la valorisation matière qui représente environ 35% si on arrondit. Derrière, on va avoir de la valorisation énergétique, donc combustible solide de récupération ou incinération avec récupération d'énergie, qui correspond quasiment à 9%, les deux combinés. Et ce qui fait que sur la filière, au niveau de ce qui est trié, on a seulement 0,1% qui est éliminé sans aucune valorisation. On parle de recyclage, donc c'est la thématique du jour, donc on va faire quand même quelques petits rappels pour expliquer qu'est-ce qui se fait en recyclage aujourd'hui. Donc sur la partie textile, on distingue à aujourd'hui 3 voies principalement. Ce qu'on va appeler le recyclage mécanique, qui est la filière historique et aujourd'hui la plus mature, où il y a des installations industrielles qui tournent. C'est l'ensemble en fait, des traitements mécaniques que l'on peut faire, comme de la coupe, de l'effilochage, du défibrage, pour récupérer des matières qui vont derrière pouvoir être utilisées pour créer de nouveaux produits. Dans cette voie, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est quand même principalement des textiles monomatières qui vont être orientés vers ces voies-là, avec des compositions, comme on le voit, du coton, du polyester, de la laine, ou des mélanges relativement simples, donc du coton-polyester, par exemple. Ensuite, on va avoir une autre voie qui est le recyclage dit thermomécanique. C'est une voie qui est assez fonctionnelle, même mature dans d'autres filières. C'est notamment ces technologies-là qui sont utilisées pour faire le recyclage des bouteilles en plastique, en PET. Pour autant, c'est une voie qui a de nombreux enjeux encore à lever pour pouvoir être utilisée sur du textile post-consommation, notamment sur des questions de qualité de polyester, de variabilité de gisement, ce qui fait qu'il y a encore du travail et de la R&D à mener pour pouvoir rendre pleinement opérationnelle cette voie de valorisation. Et cette voie, ça consiste en fait à utiliser des traitements de chaleur et mécanique pour produire en fait notamment des granulés de matière et notamment de polyester qui vont derrière pouvoir être utilisés pour la plasturgie, donc soit pour refaire des filaments textiles, soit d'autres utilisations. Et dans le textile, c'est plastique, thermoplastique. Il en existe principalement 2, le polyester et certains polyamides. La troisième grande voie, ça va être le recyclage chimique. Je pense que Fanny pourra plus en parler, qui correspond en fait à des décompositions chimiques de la matière pour revenir aux constituants de base. Et là, les principaux projets que l'on voit portent beaucoup sur du polyester, du coton ou également des mélanges simples comme du coton-polyester. Quelques projets sur le polyamide. Et c'est une voie, on va dire, la plus récente, où il y a encore beaucoup de R&D et on voit apparaître les premiers démonstrateurs et premières usines là, dans les années en cours et dans les années à venir. Et le recyclage du textile est aussi possible avec une étape dont je n'ai pas parlé pour l'instant, qui est le surtri, la réparation matière, donc les activités comme Recycle Local, qui permettent de faire le lien justement entre les centres de tri et les voies de valorisation. Mais je pense qu'Olivier en parlera beaucoup mieux que moi. Un petit détour quand même par le recyclage des chaussures quand même, puisque c'est l'un des produits que l'on a dans notre périmètre d'action. C'est un produit relativement complexe sur lequel il y a beaucoup de retard par rapport au textile sur les recyclages liés à la complexité du produit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus sur des étapes de préparation matière, donc de séparation des différents composants. On distingue 2 voies, donc séparer la tige et la semelle, puis les broyer et séparer les matières, ou broyer directement toute la chaussure et essayer de séparer les matières. Et derrière, au niveau de la réincorporation, les premiers projets que l'on a sont quand même relativement à des stades de R&D, se focalisent beaucoup sur la réincorporation des matières qui sont présentes dans les semelles. Pourquoi la semelle? Parce que c'est la partie la plus lourde de la chaussure et aussi la partie la plus homogène en termes de composition et du coup, pour l'instant, la plus facile à traiter. Et nous, chez Refashion, comment on travaille sur le recyclage? Aujourd'hui, historiquement, on travaille avec ce qu'on appelle des appels à projets. Donc on a financé beaucoup de projets depuis 2010, donc quasiment depuis la création de l'éco-organisme en 2009, si je ne me trompe pas. On a financé 70 projets d'innovation. Et depuis 2024, avec le dernier cahier des charges, on a la possibilité d'aller vers des projets industriels, donc des projets de plus grosse ampleur. Et on en a financé 6 depuis 2024. Et d'autres projets sont à venir, vu qu'on a toujours des appels à partenariat en cours, et ce qui fait qu'on investit plus de 11 millions d'euros à travers des appels à partenariat.
On finance aussi par d'autres biais, avec des expérimentations. On mène aussi beaucoup d'études transversales sur la filière pour essayer de mieux la comprendre, lever les freins qu'il peut y avoir. Et je voulais finir en parlant rapidement des appels d'offres, c'est-à-dire qu'on a voulu aller plus loin cette année en lançant des appels d'offres sur le recyclage pour pouvoir soutenir les voies les plus matures à date, qui sont la filature et l'isolation pour le bâtiment. Et du coup, en faisant avec des acteurs qui ont été sélectionnés par une procédure d'appel d'offres de la prestation pour pouvoir pousser l'incorporation de matières. Et rapidement, pour finir cette longue introduction sur eFashion, une cartographie non exhaustive d'acteurs en fait, qui travaillent sur le recyclage, en fait, dans l'idée de vraiment mettre en avant le fait que le recyclage est une réalité. Il y a des acteurs qui travaillent en France, mais aussi dans d'autres pays européens, frontaliers et plus éloignés, qui font qu'il y a une grande diversité d'acteurs et que le recyclage est aujourd'hui une réalité et des choses sont possibles. Merci, merci Antoine. Donc on voit à travers de votre exposé qu'effectivement il y a encore beaucoup de travail pour le recyclage des produits. Et ce travail semble être très, très technologique. Donc on va pouvoir voir avec Olivier justement de Recycle Local bon, une solution déjà technologique. Et la première question que je vous poserai, Olivier, c'est comment Recycle Local s'insère finalement dans la chaîne de valeur des filières actuelles de recyclage? Très bien. Déjà, merci Antoine pour l'explication très claire du recyclage. C'est pas toujours. Moi, je suis assez nouveau dans la filière textile et c'est vrai que c'est toujours. C'est très aidant pour les échanges de pouvoir avoir une visibilité sur quelles sont les différentes options de recyclage, de valorisation et les différents acteurs qu'il y a aujourd'hui en fonctionnement ou en projet. Et donc, Recycle Local, pour présenter un petit peu le projet. Donc, nous, effectivement, on est une société coopérative, une SIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif, qui a été créée en début d'année et en fait qui est l'émanation de Recycloc Textile. C'est pour ça que vous m'avez vu ce matin sur une autre fonction. L'idée, c'est que en Occitanie, en 2021, s'est structuré un PTCE, donc un pôle territorial de coopération économique, pour réunir une cinquantaine d'acteurs de la filière textile, que ce soit des couturiers, des couturières, des industriels. Tous les acteurs, Fanny a beaucoup contribué à la création du PTCE. Et en fait, il y a un certain nombre d'acteurs industriels qui ont choisi d'aller plus loin dans la coopération et de créer Recycle Local Textile. Et donc l'idée, c'est d'être un centre de tri de déchets textiles qui en fait va faire du tri optique. Donc concrètement, nous on s'insère dans la filière existante après que les structures de l'ESS ou des collecteurs trieurs soient intervenus. Ils vont récupérer la matière, ce qu'on appelle la crème, pour la revendre en second choix. Ils vont pouvoir revendre une partie en chiffon ou les valoriser. Et en fait, nous, on récupère ce qui partait globalement à l'export pour une partie. Et j'ai bien aimé la référence ce matin de Nicole Miquel-Bello, justement, sur le fait que un des messages qu'on veut porter sur Recycle Local, c'est qu'on n'a plus besoin d'exporter, qu'on a des solutions de recyclage locales en Occitanie. Et donc l'idée, c'est qu'on récupère, c'est à peu près 60% que les filières traditionnelles n'arrivent pas à traiter. Et avec le tri automatisé optique qu'on a mis en place, de pouvoir alimenter les structures qui font du recyclage, comme Pechka que va présenter Fanny tout à l'heure, ou Butex qui fait de l'isolant thermique, ou encore des filatures comme les filatures du parc ou les filatures Regain qui sont à Castres, qui du coup vont refaire du fil. Et tout ça, c'est possible grâce à une technologie qu'a développée un de nos associés qui s'appelle Coléo, qui est un acteur espagnol, qui a déjà 2 centres de recyclage en Espagne et qui a développé cette machine de tri optique qui nous permet de faire le tri des vêtements. Merci Olivier de ta présentation. Moi j'aurais 2 questions par rapport à ça. Tu nous parles de tri. Je n'ai pas entendu le terme d'élissage, donc est-ce que c'est une technologie que vous maîtrisez chez Recycle Local? Donc c'est ma première question. Et tu nous as dit que que vous étiez à Recycle Local une coopérative, et je me pose la question,
moi, en tant qu'industriel, si demain j'ai besoin de recycler des chutes, par exemple, de production, comment je m'insère dans cette chaîne de valeur et éventuellement dans une association possible avec votre structure. Oui, alors, donc le délissage, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la terminologie, c'est le fait d'enlever les perturbateurs pour permettre la réutilisation de la matière après. Les perturbateurs, ça peut être les boutons de chemise, les zips de sweater ou ainsi de suite. Ça, quand vous allez les passer dans du défibrage, typiquement pour l'activité de Pechka ou pour des filatures, on a besoin d'envoyer de la matière qui est propre. Ça veut dire qu'il ne reste que du tissu. Et tous les perturbateurs ont été enlevés et cette action-là s'appelle du délissage. Donc effectivement, on fait aussi l'opération de délissage pour pouvoir répondre aux besoins de nos sociétaires. Et après, on a d'autres sociétaires comme Butex qui fait de l'isolant, qui n'a pas besoin d'avoir le délissage parce que c'est des effilocheurs et donc ils ont des très grandes machines qui vont faire l'effilochage le délissage par gravité. Donc ça, c'est pour cette partie-là. L'idée, c'est qu'on va s'adapter de façon à ce que nous, en tant que coopérative, la matière qui sorte de chez nous soit prête à l'emploi pour nos sociétaires. Voilà, notre raison d'être au milieu. Donc demain, si on a un sociétaire qui va avoir besoin qu'on fasse une opération en plus, on va la faire parce que nous, on va répondre à son besoin en tant que sociétaire chez nous. Et donc effectivement, la notion de coopération, on en a déjà beaucoup entendu parler ce matin. La filière textile, elle est très riche en Occitanie et en France notamment. Et en fait, elle est riche par sa complémentarité. Et en fait, le Recycloc s'est créé sur de la coopération et vous allez avoir des acteurs comme l'URSS, l'Union du réemploi et d'Emmaüs dont n'a pas présenté ce matin Anaïs, qui va essayer de collecter de la matière. Vous allez avoir qui vont du coup essayer de faire du réemploi solidaire de la matière dès qu'elle est mise en déchets. Vous allez avoir certains acteurs qui vont pouvoir réutiliser de la matière brute pour leur activité, le recyclage et ainsi de suite. Donc c'est vraiment cette notion de coopération qui est centrale dans la filière et qu'on a voulu reproduire dans cette coopérative. Et l'idée, c'est que tous nos sociétaires, ils apportent quelque chose. Ils sont tous contributeurs, soit fournisseurs, soit clients de la coopérative. Donc on va en avoir certains qui vont être des collecteurs-trieurs qui vont nous apporter de la matière. On va en avoir certains comme Paul Boyer, qu'on a vu ce matin, qui a un enjeu de collecter des uniformes en fin de vie, mais qui ne sait pas quoi en faire. Et du coup, nous, on va pouvoir répondre à ce besoin-là pour permettre leur activité. Et de l'autre côté, on va pouvoir alimenter nos clients, dont j'ai déjà un peu parlé avant, qui ont besoin de matières préparées pour leur activité. Et donc demain, on en parlera un peu après, je pense, mais demain, on a encore des enjeux sur des matières qu'on ne sait pas recycler aujourd'hui. Et donc demain, si on arrive à aller plus loin dans le recyclage des matières, ce matin, on évoquait la question du cuir, qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore valoriser, on sera ravis de pouvoir élargir la coopération à d'autres acteurs. Voilà, l'objectif, c'est zéro export, zéro incinération. Donc on est prêt à coopérer pour trouver des solutions. Merci Olivier. Une autre question plus industrielle. Votre technologie, donc votre process développé, traite combien de tonnes de produits par an et ça fait quoi par rapport aux problématiques de traitement au niveau national? Voilà, pour que tout le monde puisse se rendre compte un petit peu de l'échelle de recycle local. Bien sûr. Alors, comparé aux chiffres qu'a donné Antoine, on est absolument ridicule. Mais donc recycle local, l'objectif, c'est de traiter 10 000 tonnes par an. D'accord. Donc, Antoine, il a parlé de 300 000 tonnes de déchets textiles en France par an. Et nous, notre objectif, c'est de traiter 10 000. Donc, c'est une goutte d'eau, c'est une bonne goutte d'eau. L'ambition de recycle local, c'est d'être local et donc d'essayer de pouvoir montrer qu'on peut faire un modèle en Occitanie et demain pouvoir éventuellement accompagner d'autres régions, d'autres territoires à se structurer pour développer des centres de traitement, des centres de surtri de façon locale et de répondre à des besoins le plus proche possible. Donc, c'est la raison pour laquelle le dimensionnement à 10 000 tonnes. Nous, les enjeux de la filière textile, c'est des modèles économiques. Nous, en gros, les estimations qu'on fait, c'est qu'on a besoin d'être à 6 000 tonnes pour être à l'équilibre économique. Donc voilà, on sait qu'on va avoir 4 000 tonnes qui vont nous permettre d'avoir un petit peu de marge de manœuvre à l'avenir pour éventuellement investir, pour pouvoir voir comment la situation évolue. Mais on devait de toute façon être à 6 000 tonnes pour être à l'équilibre, 10 000 pour pouvoir répondre aux besoins locaux.
Et voilà. Merci. Vous nous avez parlé effectivement des voies de valorisation, à la fois auprès de filatures, des fibrages, également des voies chimiques. Et alors justement, Fanny, donc, puisque vous représentez Pečka, donc une des voies de valorisation par voie chimique, est-ce que vous pourriez un petit peu nous présenter cette structure et nous expliquer aussi en quoi Pečka est finalement une start-up de la deep tech? Je le fais en anglais. Je n'ai pas de la traduction en français, donc je vous laisserai nous présenter un petit peu ces concepts. Alors, Deep Tech, ça veut dire qu'on est une technologie de rupture, c'est-à-dire qu'on a déposé un brevet et qu'aucune autre structure en France ou en Europe ou dans le monde ne fait ce qu'on fait. Voilà, en fait, Deep Tech, c'est des technologies de rupture. Donc, pour vous donner un petit peu de genèse, donc nous, on a parlé tout à l'heure de Recycloc, donc Pečka a fait partie dès le début de Recycloc, c'était membre fondateur, puisque à la base, l'activité principale du fondateur, c'est de faire de l'impression visuelle grand format, donc ce que vous voyez dans les stands ou dans les expositions, etc., c'est des impressions sur du polyester, et lui a toujours eu à cœur de réduire au maximum son impact environnemental, donc il a développé des systèmes de location, de réparation, etc., il avait cette aiguille, cette épine dans le pied avec le textile, et il ne trouvait aucune solution. Donc grâce à Recycloc, on l'a accompagné, on a étudié beaucoup de voies de valorisation et en essayant l'upcycling, en essayant beaucoup de choses. Et en fait, on s'est rapproché du CNRS de Montpellier pour essayer de trouver une solution. Et donc on a développé un brevet au bout de 3 ans de R&D pour faire du polyol polyester. Alors moi j'étais pas du tout familière avec le polyol, mais en fait le polyol est absolument partout. C'est un produit secondaire de l'industrie chimique qui rentre dans la composition d'une multitude de produits, donc tout ce qui va être mousse souple, mousse rigide, tout ce qui va être vernis, colle, induction, etc. a du polyol. Donc chaque polyol a une formulation différente et elle est composée à 60% de polyester. Et nous, on vient, grâce à la nouvelle technologie, substituer 100% de ce polyester pétrosourcé par du textile polyester. Donc, d'où la deep tech. Merci Fanny. Donc ce procédé semble être finalement excessivement chimique. On pourrait se poser finalement la question de est-ce que si on recycle comme ça des vêtements par un procédé voie chimique, quel est son impact sur l'environnement? Est-ce qu'on y est gagnant, perdant? Voilà, quel est l'avantage concurrentiel de votre solution? Nous déjà, on ne traite que des textiles qui n'auraient pas d'autres voies de valorisation, c'est-à-dire qu'on passe par tous les cycles de réutilisation, etc. Et on est l'exutoire, par exemple, de structures comme Recyclocal, où il n'y a aucune autre voie de valorisation à part l'incinération. Et nous, on a des impacts peut-être 4 fois inférieurs à l'incinération. Et surtout pour un polyol vierge, en comparaison avec un polyol vierge, qui est un produit dont l'industrie ne peut pas se passer, on est 45 voire 50% moins impactant qu'un polyol vierge. Et il faut savoir que nous, on a toujours en ligne de mire l'impact environnemental, c'est-à-dire que oui, on pourrait améliorer les temps de cycle, on pourrait améliorer les performances, etc., en ajoutant des produits un peu plus complexes que ceux qu'on utilise actuellement, mais on a toujours cet impact environnemental en tête avant de décider d'aller vers tel acide, vers tel glycol, vers tel temps de cycle, etc. Pour nous, c'est vraiment l'indicateur principal. Merci. Donc on voit effectivement un process qui tend à être plus vertueux que des process chimiques classiques. Même question que pour Olivier. Quel volume vous traitez? Vous êtes vraiment à échelle industrielle maintenant, plus tard? Donc on en est où de ce super développement? Oui, c'est sûr qu'après les chiffres de Refashion, comme disait, ça semble des gouttes d'eau, mais tout l'intérêt de collaborer avec Refashion ou avec encore Recyclocal. Nous, à ce jour, on a recyclé 1500 tonnes de textiles. L'ambition, c'est de recycler jusqu'à 6000 tonnes l'année prochaine. Mais quand on entend les chiffres d'Antoine, on se dit facile, mais en fait non, parce que tout ce gisement n'est pas forcément très facilement captable. Beaucoup de structures, il y a encore d'autres modèles économiques vers l'exportation, etc., qui font qu'on n'arrive pas à capter ces gisements ou que les centres de tri, les centres ne soient pas équipés des outils
comme ceux de Recycle Local pour aller capter ces gisements. Les étiquettes, on le sait, sont souvent fausses. Et nous, en recyclage chimique, il faut quand même qu'on ait une qualité de matière, tu le disais aussi, qui soit homogène et sûre. Voilà, on ne va pas pouvoir aller mettre dans des réacteurs chimiques des polyamides qui viendraient tout cramer ou des résidus de boutons qui viendraient faire, pas des catastrophes industrielles, mais qui viendraient quand même générer des problématiques d'arrêt d'outils industriels, etc. quoi. Merci Fanny. Alors, ce que je vous propose, ce que je propose à la salle, c'est de partir sur une première salve de questions de la salle avant que nous revenions, on va dire, à un interrogatoire en one-to-one. Donc, est-ce que dans la salle, il y a déjà des premières questions, des premières interrogations? Oui, monsieur. Ah ben, je vais me déplacer, alors du coup, je vais faire... Voilà, je vous en prie. Si vous pouvez vous présenter, nom, prénom, société, voilà, s'il vous plaît. Pas de souci. Bonjour, je m'appelle Laurent Daniel, je travaille pour une marque qui s'appelle Rockfield, qui est une marque textile, sportswear, plutôt avec une inspiration rugby. On a une volonté de développement RSE. Moi, j'ai 2 questions à vous poser concernant le recyclage. Donc, on a envie naturellement de se diriger plus vers le recyclage sur nos collections, sur nos productions en tant que metteur sur le marché, pour essayer d'utiliser votre vocabulaire. Moi, j'ai 2 envies. La première, c'est peut-être de gérer notre surplus. On est adhérent Refashion. On s'est plus positionné, on a plus adhéré à Refashion pour pouvoir avoir un numéro d'identification unique qui est nécessaire. Par contre, je ne savais pas que Refashion avait une activité de recyclage. Je suis heureux de venir pour le savoir. Comment on peut se mettre en relation avec vous, du coup, pour voir comment nous, on peut recycler notre surplus? Et ensuite, comment on peut communiquer vis-à-vis de nos consommateurs pour les inciter, être prescripteurs, les inciter à recycler leurs vêtements et pas les jeter à la poubelle? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est nécessaire? Et est-ce que c'est utile? Et comment on peut le faire, si ça l'est? Voilà. Alors, est-ce que nous, en tant que marque, on est situé dans le Gard, est-ce que nous, on peut travailler avec Recycle Local, par exemple? Est-ce que vous êtes intéressé par recevoir des metteurs sur le marché? Et ensuite, comment on peut communiquer? Ou alors avec Refashion, ou d'autres sociétés, finalement. Et comment on peut être prescripteur vis-à-vis de nos consommateurs pour les inciter et changer leur comportement et les inciter à recycler leurs vêtements? Merci. Je peux peut-être commencer à répondre et puis je vous passerai la main. Nous, au niveau déjà de Refashion, vous parlez de surplus. Nous, c'est important de préciser quand même que c'est des choses qui sont exclues de notre périmètre à date. Nous, le périmètre tel qu'il est défini par la loi, donc ce n'est pas un choix de Refashion, c'est vraiment sur le post-consommation. Donc tout ce qui va être invendu, chute de production et même les vêtements professionnels, en fait, sont à date exclus de notre périmètre d'action. Donc nous, en tant que Refashion, on ne peut pas accompagner de projets sur ce périmètre-là. Pour autant, on peut accompagner sur les autres aspects avec les metteurs en marché. Donc, on en a rapidement parlé ce matin, mais il y a des principes d'éco-modulation qui peuvent être faits pour accompagner les marques et les pousser à notamment mettre sur le marché des produits plus vertueux. Donc, on peut rentrer plus dans le détail si c'est nécessaire. Ensuite, on a des dispositifs qui peuvent être poussés par les metteurs en marché et on voit que c'est souvent le plus efficace, que ce soit mettre en place des systèmes de seconde main pour leur collection, pousser à la réparation de leurs produits, donc toujours dans l'idée d'allonger la durée de vie des produits, où nous, on a des éléments et des supports de communication qui ont pu être développés par nos équipes métiers dédiées chez nous, et on invite tous les metteurs en marché à les utiliser et à pousser ces gestes-là parce que nous, tout seuls dans notre coin, on ne pourra pas le faire. On en a déjà parlé et puis je pense que c'est un peu un maître mot de la journée. La coopération entre tous les acteurs de la chaîne de valeur en fait, est capitale. Et du coup, toutes les marques en fait, et n'importe quel autre acteur a sa part à jouer dans le développement de l'économie circulaire et de toutes les étapes qu'il peut y avoir sur cette chaîne de valeur. Ouais, moi, je peux compléter en disant effectivement, je rejoins tout à fait l'idée que le recyclage, il va intervenir après qu'on ait essayé de réemployer, après qu'on ait essayé de réparer. Et donc, c'est la solution, une fois qu'on a déjà épuisé ces opportunités-là, de traiter les vêtements. Et après, nous, bien sûr, effectivement, on accueille aussi des vêtements professionnels. D'ailleurs, nous, aujourd'hui, dans nos sociétaires, on en a 2. Paul Boyer qui fait les uniformes et Europrotec qui est leader européen des EPI.
et du coup qu'il faut effectivement nous envoyer des vêtements professionnels pour recyclage chez nous. Donc avec plaisir pour échanger sur le sujet. Et puis après, l'enjeu, c'est d'arriver à voir quelles sont les compositions des vêtements. Donc là, on rejoint, en fait, ce matin, on parlait de la, j'ai pas retenu le terme, l'étiquette, l'affichage environnemental, voilà, qui va donner une valeur derrière. Et du coup, ça permet de travailler sur l'éco-conception et du coup de travailler sur quels sont les matériaux à l'intérieur de vos vêtements qui, du coup, vont permettre la meilleure qualité de recyclage en fin de vie. Et donc ça, avec plaisir pour travailler. Je suis sûr que, je sais pas si Refashion accompagne aussi sur ce travail-là, du coup, donc d'une part, comment est-ce que nous, on vous accompagne sur le traitement de ce qui est déjà en déchets, bien sûr, et puis ensuite, comment est-ce qu'on vous accompagne sur la conception du vêtement pour qu'il soit le plus possible recyclable en fin de vie. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. On travaille avec, alors c'est pas forcément des marques du textile, mais à titre d'exemple pour vous montrer la volonté de certains acteurs. Par exemple, on travaille avec un gros acteur qui n'est pas français, malgré le fait que je pensais qu'ils étaient français, Velux. Vous connaissez Velux? Mais ils ne sont pas français. Et en fait, eux veulent vraiment travailler les conceptions et la recyclabilité de leurs matériaux. Donc, en fait, chez Petchka, on est un peu devenu leur laboratoire de développement. Ils nous envoient des matières qu'ils ont envie de mettre sur le marché et ils nous l'envoient pour s'assurer qu'elles soient en fait recyclables via les technologies de Petchka. Après, ça peut être d'autres technologies, mais elles s'assurent qu'elles sont recyclables via ce procédé avant de les mettre sur le marché, afin de les adapter et d'être sûr qu'elles soient recyclables. Et elles communiquent par ce biais. Au-delà d'être de la matière recyclée, c'est aussi de la matière recyclable. Merci. Pour compléter par rapport à votre question sur la communication et l'acculturation de vos clients, oui, je pense que c'est nécessaire d'acculturer les clients. Donc, deux remarques à ce propos. Je rebondis sur effectivement ce que Pascal Dagras expliquait ce matin sur l'étiquette de scoring, sur l'impact que vous avez déjà évoqué, et également sur l'obligation d'étiquetage de vos produits avec l'étiquette Triman, donc qui incite, on va dire, à l'utilisation des points de collecte. Alors même si, je vous l'accorde, ce n'est pas toujours fait dans les règles de l'art au niveau des consommateurs. Mais n'hésitez pas effectivement à communiquer et à prendre attache auprès de consultants qui travaillent un petit peu la réglementation pour être certain que vos allégations sur ces sujets-là sont bien fondées. Je ne sais pas si on a répondu à vos questions. Ah. Eh bien, on se voit après, on creusera plus en détail. Et j'avais juste un point que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure quand j'ai présenté Recycle Local. Une des forces de la technologie qu'a développé notre sociétaire Coléo, c'est la traçabilité, le rapport de caractérisation qui est généré suite au traitement des lots de vêtements. Alors, au-delà du fait que c'est une demande de l'éco-organisme, nous, ça fournit énormément de données pour nous et pour le metteur sur le marché ou la personne qui va apporter la matière en recyclage, pour savoir quelle est la composition des lots qui nous sont apportés. Quel est le ratio de coton, de polyester, de quelles sont les couleurs, et ainsi de suite. Et ça, c'est très riche pour justement une entreprise pouvoir après retravailler avec ses centres de R&D sur ok, aujourd'hui c'est ça toute ma décomposition, comment est-ce que on arrive à retravailler dessus derrière. Une petite parenthèse. Dans la salle? Oui. Bonjour. Du coup, moi, je suis de la ressourcerie du quartier. Donc, cartouchière comme cartoucherie et circulaire. Donc, on essaye vraiment de faire du circuit très, très court. On est très, très, très petit. Du coup, on est toujours un peu inquiet de l'évolution de la filière, de savoir qui viendra nous collecter, parce que les gros camions, ils n'arriveront pas à passer à la cartoucherie. Et que du coup, aujourd'hui, c'est important pour nous d'avoir un service de collecte. Et on a vu que Refashion, dans certains endroits, dans le réseau des ressourceries, c'était très problématique d'être collecté. Ça, c'est une première question. La deuxième, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, nous, on est sur un réseau de chaleur. C'est-à-dire que je connais la loi, la REP, il ne faut pas jeter. Sauf que et on ne jette pas. Mais moi, je me pose la question, si demain, on n'est plus collecté, entre mettre à l'incinérateur qui va nous chauffer ou envoyer dans un circuit. Vous n'avez pas parlé du CSR, du combustible solide, je ne sais pas si vous allez vous en occuper aussi. Et ma question, c'est aussi, moi j'ai entendu dire que c'était beaucoup dans des usines à bitume, par exemple, ou des industries très consommatrices en énergie et pas forcément pour faire des projets très chouettes de manière environnementale. Donc moi, par exemple, je préfère que mon plastique de vêtements il aille à l'incinérateur et nous chauffe plutôt que d'aller fabriquer une A69, par exemple.
Et voilà, du coup, c'était les 2 questions sur quelle serait la place des incinérateurs avec réseau de chaleur, puisque eux aussi parlent d'économie circulaire et de développement durable, même si on est à la dernière étape de destruction, et comment ces gros projets industriels, avec en plus les menaces qui font peser, je pense, sur des collecteurs de l'économie sociale et solidaire, je pense dans la région à Vertex et Le Relais, qui sont quand même des structures qui interviennent dans des zones industrielles qui ont elles-mêmes été très abandonnées par l'industrie textile et qui du coup font un travail à la fois d'insertion et de proximité et de réseau avec nous. Quelles seront la place aussi de ces structures-là vis-à-vis des petites ressourceries aussi sur le territoire. Voilà. Et juste, pardon, une dernière info. Nous, la ressourcerie, elle est ouverte de 16h à 19h. Donc, si vous avez envie, vous n'êtes pas là demain pour chiner, vous pouvez venir chiner un petit peu de 16 à 19 et voir à quoi ressemble une petite... On est juste à côté, là, 50 mètres. Voilà. Pour cette question, pardon, le micro ne marchait pas. Pour la partie collecte, alors je vais peut-être pas avoir beaucoup d'éléments de réponse parce que je ne travaille pas sur le sujet, mais effectivement, la collecte est centrale dans le développement de la filière et du recyclage, puisque c'est la porte d'entrée vers le recyclage. Si on ne collecte pas, on ne peut pas alimenter des infrastructures de recyclage. Donc c'est capital d'avoir ce que nous on va appeler des points d'apport volontaires sur tout le territoire, et que le territoire soit bien maillé pour pouvoir collecter au mieux, et que ce soit dans des ressourceries, des bornes de collecte sur la voie publique, de la collecte événementielle, peu importe, c'est quelque chose qui est capital et qui a besoin de développer. Au niveau du combustible solide de récupération, à aujourd'hui, c'est quelque chose... Alors, on a fait une étude des impacts environnementaux l'année dernière qui montre que effectivement, le CSR a de l'impact environnemental, c'est non négligeable. Mais ça reste plus favorable de faire du CSR avec des gisements donc, qui auraient été collectés, triés et envoyés vers du CSR parce qu'il n'y a pas de voie de valorisation, que en fait, jeter dans les ordures ménagères résiduelles qui vont avoir beaucoup plus d'impacts environnementaux. Au niveau du CSR, pour rapidement dire quelques mots dessus, c'est du coup la création d'un combustible qui a vocation d'être brûlé pour produire de la chaleur. À aujourd'hui, les principaux utilisateurs sont des aciéries et des cimentiers, pardon, je cherchais le terme. Et il y a quelques projets d'utilisation dans des réseaux de chaleur urbains. Il faut savoir pourquoi c'est favorable, plus favorable pour l'environnement, et ils l'utilisent parce qu'en fait, ça permet de faire ce qu'on appelle de la substitution. C'est-à-dire ça va venir remplacer les combustibles qu'ils utilisent de base, qui peut être notamment des dérivés du pétrole ou du coke de charbon, qui sont des choses qui sont extrêmement polluantes, puisque c'est de la matière qui est brûlée directement. Et du coup, c'est en ça où il y a quand même un impact environnemental qui est plus intéressant dans la mesure où ça vient remplacer ces matières-là. Pour autant, ça reste moins favorable de venir faire du CSR que du recyclage, et encore moins intéressant que faire du réemploi, bien évidemment. Et c'est quelque chose qu'il faut faire avec parcimonie et qui, dans la mesure du possible, et si c'est fait maintenant parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, le but c'est à terme de le réduire pour aller vers des voies de valorisation qui seront plus favorables pour l'environnement, et que ce soit peut-être qu'une utilisation de transition, si je peux dire quelque chose, le temps que les filières de valorisation à échelle industrielle se mettent en place. Je peux juste compléter en disant que nous, on travaille en coopération avec, bien sûr, Vertex, Emmaüs, Le Relais et tous les collecteurs. Et que si jamais un jour vous avez un souci de collecte, vous pourrez bien évidemment amener les vêtements chez nous. On collabore avec Green Bureau qui fait de la collecte aussi. Et on sera là pour appuyer les acteurs locaux de proximité, bien sûr, pour que vous puissiez continuer votre activité et pas avoir des montagnes de textiles dont vous ne savez pas quoi faire chez vous. Merci, merci pour ces questions en tout cas, et merci messieurs, dames pour les réponses. Bien évidemment, on va un petit peu continuer le dialogue, et ensuite on passera aussi à une autre salve de questions pour public, on va dire, pour en finir. Alors Antoine, moi j'avais 2 questions pour vous qui rebondissent un petit peu sur les questions du public. Alors c'est comment amplifier le recyclage et quelles solutions présentes et à venir. Ça, c'est ma première question. Et on a vu quelques voies de valorisation présentées par nos collègues, et on aimerait voir maintenant s'il y a d'autres voies de valorisation
on va dire, en cours de R&D, bien sûr, sur lesquels vous pouvez communiquer, si tel est le cas. Bien sûr. Déjà, comment amplifier le recyclage? Déjà, il y a une réelle nécessité d'investir pour créer des capacités. Il y a beaucoup de voies de valorisation qui, aujourd'hui, ont fait leurs preuves, fonctionnent à des échelles de laboratoire, mais pour qu'elles puissent être opérationnelles et traiter des gisements, il y a besoin d'investir pour créer des usines qui puissent faire passer à l'échelle ces technologies et notamment permettre de faire réduire les coûts des matières premières recyclées qu'il va y avoir derrière, parce qu'il y a une réelle concurrence avec les matières vierges, notamment par exemple sur les plastiques produits en Asie qui ont des prix imbattables quasiment, même si, et sans ces infrastructures industrielles, ce sera compliqué d'avoir des prix concurrentiels pour pouvoir concurrencer ces matières-là, même si les gaps, on remarque, réduisent ces dernières années. Et parce que le gap financier a aujourd'hui un frein majeur à l'incorporation des matières recyclées. Et s'il y a, on va dire, un investissement peut-être à faire à court terme, c'est investir dans des usines de surtri comme Recycle Local, puisqu'elles font réellement le lien entre les gisements collectés et triés au niveau des opérateurs de tri et les recycleurs. Il y a des gros projets de recyclage qui sont en train de voir le jour en Europe, et il va y avoir besoin d'alimenter ces projets-là. Et du coup, c'est des activités comme Recycle Local qui vont pouvoir permettre d'alimenter ces usines et du coup créer ces capacités, ce que nous on va appeler de tri pour recyclage, de surtri et de démantèlement des produits. Il y a besoin d'investir vite dessus pour pouvoir alimenter ces projets qui vont venir. Et le dernier point, ce serait aussi continuer d'investir sur de la R&D, parce que comme on l'a évoqué, il y a des produits qu'on ne sait pas recycler aujourd'hui, des produits qu'on ne sait pas démanteler correctement, qu'on ne sait pas caractériser aussi correctement. Et du coup, il y a besoin d'investir dans la R&D pour pouvoir lever tous ces freins au recyclage et pouvoir traiter plus de produits et recycler plus de produits pour lesquels aujourd'hui on n'a pas de solution. Et pour répondre à la deuxième question sur les débouchés, aujourd'hui, c'est important quand même de rappeler qu'il y a deux grands domaines de débouchés, ce qu'on va appeler la boucle fermée, c'est-à-dire prendre des textiles, des chaussures pour refaire des textiles et des chaussures, qui du coup va permettre de refaire des fils, des tissages, refaire des semelles. Ce sont des choses aujourd'hui qui sont possibles de faire à différentes échelles avec différentes matières, mais c'est des choses qui se font. Et le deuxième, ce va être ce qu'on appelle la boucle ouverte, donc c'est utiliser ces matières dans d'autres secteurs, puisqu'en fait le polyester, le coton, ce n'est pas l'exclusivité de l'habillement. On le retrouve dans d'autres secteurs d'activité et du coup, ces secteurs d'activité qui travaillent aussi sur la circularité s'intéressent à ces matières-là. Et du coup, il y a plein de choses qui est possible de faire et créer des synergies et des boucles avec ces autres industries, telles que fabriquer des isolants, des non-tissés, de la plasturgie, puisqu'en fait, il y en a dans beaucoup de secteurs et il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Pour autant, c'est quand même important de souligner de ne pas opposer ces deux voies, parce qu'en fait, ces deux voies sont très complémentaires puisqu'elles ne traitent pas les mêmes matières, elles ne permettent pas de faire les mêmes choses. Et en fait, c'est grâce à ces deux voies qu'on va pouvoir traiter l'ensemble du gisement dans sa diversité et du coup, mieux recycler et rendre la filière textile plus circulaire. Et deux points également, c'est important de souligner qu'à date, c'est la boucle ouverte qui porte le recyclage, principalement par deux voies, la fabrication d'isolants pour le thermique et acoustique, principalement pour le bâtiment ou l'automobile, et la coupe en chiffon d'essuyage, qui est un peu la filière historique en France, qui sont à aujourd'hui les deux voies qui portent le recyclage à aujourd'hui. Pour autant, il y a besoin d'investir et de pousser les acteurs à travailler sur la boucle fermée, parce que c'est quelque chose d'extrêmement favorable, puisque ce serait vraiment faire une boucle totalement circulaire dans la filière, et du coup, de travailler, que pousser tous les acteurs à s'investir pour pouvoir rendre ce recyclage en boucle fermée opérationnel. Il y a des choses qui fonctionnent aujourd'hui. Il y a besoin que tous les acteurs se lancent et pour pouvoir rendre ça plus opérationnel et rééquilibrer, on va dire, entre ces deux grands domaines de débouchés pour la circularité. Si je peux compléter, on a le stand en bas Recycle Local, auquel je vous invite à passer, où on peut voir les exemples de ce que vient d'expliquer Antoine, avec de la filature. Nous, on travaille avec les filatures du parc à Castres. Justement, on va leur envoyer du fil, ou avec Coléo, pareil, qui vont faire du fil plutôt sur du coton et la filature plutôt sur de la laine. L'isolant avec Butex, qu'on va pouvoir vous montrer en bas, qui est de l'isolant en soufflé ou en plaque, qui a les mêmes capacités thermiques et des capacités phoniques bien meilleures que de la laine de verre classique. Et puis la plasturgie, on a l'exemple avec Pechka, on n'a pas de démonstrateur d'ailleurs. Voilà. Et voilà. Et après, juste pour aussi donner quelques chiffres, nous sur Recycle Local, dans le schéma que je donnais tout à l'heure, en gros, les collecteurs trieurs, ils vont
valoriser 10% en réemploi, 30% en chiffon d'essuyage. Et sur les 60% que nous, on va récupérer, en gros, il y en a 70% qu'on arrive à valoriser et 30% qui va dans le fameux CSR dont on parlait. Et dans les 70% qu'on valorise, en gros, on envoie entre 20 et 30% en filature, donc boucle fermée. Et puis après, on va envoyer entre environ 30% en isolant et à peu près 20% en plasturgie, du coup chez Petska. Donc aujourd'hui, on est sur à peu près 20 et 30 en boucle fermée et quasiment 50 en boucle ouverte. Donc ça illustre bien ce qu'expliquait Antoine. Merci, merci pour le rappel de ces concepts et par les exemples que vous avez présentés. Du coup, Fanny, je me retourne vers vous. Chez Petska, est-ce que vous avez des exemples de projets où vous allez travailler plutôt en boucle fermée ? Alors oui, nous, mais pas sur le textile. En fait, on collabore avec Eram. Donc Eram, c'est ce gros groupe industriel qui fabricant de chaussures. Et donc, en fait, on a caractérisé leurs déchets de semelles de chaussures et on a réussi à redévelopper un polyol qui réinjecte directement dans leurs semelles de chaussures. Donc voilà, c'est une boucle fermée qu'on fait avec eux. Mais pour rebondir aussi sur la boucle fermée, c'est vrai que nous, au tout début du projet de Petska, c'était le but. Pour nous, c'était un peu le Graal, la boucle fermée, refaire du textile avec du textile. Mais on s'est vite rendu compte que, en tout cas pour la catégorie de textile que nous, on fabriquait, enfin la maison mère, les chiffres n'étaient pas là. En fait, ça nous aurait coûté beaucoup, beaucoup trop cher de refaire du textile vers du textile à textile. Et en fait, il n'y avait pas de débouchés commerciaux envisageables. Effectivement, on voit que finalement, qu'on soit en boucle ouverte, en boucle fermée, l'idée, ça reste de recycler et de pouvoir éliminer tous ces déchets textiles. Alors, je rebondis, Antoine, sur ce que vous avez dit concernant l'investissement en R&D et en projet industriel. Et on a vu que vous avez présenté 11 millions d'investissements dans ces programmes-là. Donc moi, pareil, si je suis industriel, si j'ai une idée comme ça de valorisation de produits, comment je peux monter un dossier avec Refashion? Quels seront les cofinancements que je peux demander? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ça? Oui, bien sûr. Alors, nous, c'est vrai qu'on va investir et accompagner les projets de différentes manières en fonction du projet, de sa maturité, de ce qu'il souhaite faire également. Donc, notre dispositif historique, j'ai présenté tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle des appels à projets. On en a un qui est en cours d'ailleurs, qu'on a un peu tout refondu cette année pour faire des appels à partenariat sur soit de l'innovation, soit de l'industrialisation. Et du coup, n'importe qui peut déposer un projet dans la mesure où c'est dans notre périmètre d'action et ça correspond, on va dire, aux axes stratégiques qu'on a définis pour ces appels à projets qui sont extrêmement larges pour essayer de couvrir un peu tout ce qui est nécessaire de faire pour développer le recyclage. Et après, dans la mesure où les projets sont déposés, qui correspondent aux critères, ils peuvent donner lieu à un financement de notre part. Et sur ces appels à projets, on vient financer à hauteur de 50% les projets. C'est par exemple, on finance moins de 50%, je pense, au final, mais on participe au financement de Recycle Local, justement, dans ce cadre-là, sur le volet industriel. On a également des expérimentations que l'on peut mener pour faciliter notamment la mise en relation entre un recycleur et des opérateurs de collecte et de tri, donc faire le lien vers le gisement, puisqu'on sait que c'est quelque chose qui peut être pas facile lorsqu'on a une entreprise qui ne vient pas du secteur ou qui ne connaît pas bien les acteurs. Et du coup, on a des dispositifs d'expérimentation, donc d'essais, pour essayer de faciliter cette mise en relation. Et enfin, on a également des appels d'offres. Alors, on a lancé le premier cette année, donc il y en aura peut-être d'autres à l'avenir, qu'on a lancé, où du coup, sur des marchés, et tout acteur qui peut répondre sur ce marché-là peut venir déposer un dossier pour essayer de remporter des lots sur ce marché-là. Et là, cette année, par exemple, on avait fait sur l'isolation et la filature, puisque en fait, ce sont les deux voies qui, aujourd'hui, sont les plus matures industriellement. Et que c'est pour ça qu'on pouvait lancer des appels d'offres sur ce marché-là pour faire de la prestation d'incorporation, puisque d'autres voies nécessitent peut-être plus d'investissement aujourd'hui pour créer des capacités et n'avaient pas la possibilité de bénéficier pour l'instant d'un appel d'offres. Et on espère à l'avenir que ce ne sera pas le cas et que n'importe qui fait du recyclage pourra bénéficier de ce genre de dispositif si on le reconduit. Merci. Une question alors que je vais adresser à nos trois intervenants. Par ordre, si Olivier, Fanny, Antoine, si vous pouvez répondre à cette question.
finalement, quels sont les freins et les bonnes pratiques pour, d'après vous, pour accélérer le recyclage? Voilà, selon vous, je ne sais pas, une, deux, trois idées un peu choc et un petit peu argumentées. Ouais. Alors je pense qu'on en a déjà pas mal parlé. Si j'avais la solution, je sais pas si je serais là. Mais non, ce qui est sûr, c'est que je pense que ce qu'a assez bien expliqué Antoine tout à l'heure, je pense que la première chose dont on a parlé ce matin, c'est la nécessité de... on a besoin de continuer à pousser l'éco-organisme pour financer des projets de R&D sur les matières qu'on ne sait pas valoriser aujourd'hui. Aujourd'hui, on a à peu près 30% de CSR. Donc même si on le valorise pour faire du chauffage, on a besoin de trouver des moyens de valoriser des matières, et particulièrement, on en a reparlé hier encore au Forum Économie Circulaire, le cuir aujourd'hui qui est très développé dans la région, qui est une matière noble et sur laquelle aujourd'hui on ne sait pas non seulement traiter les chutes de production, hein, dans le cuir vous avez 200% de chute de production quand vous produisez un vêtement. C'est 2 pour 1, et en plus de ça, vous avez tout le vêtement en fin de vie, donc même si c'est une petite filière, c'est assez significatif juste pour la filière cuir, et aujourd'hui, on ne sait pas la valoriser. Donc typiquement, on a vraiment besoin de l'aide de l'éco-organisme pour continuer à financer de la R&D, financer de la recherche pour arriver à valoriser le plus de matières possible, et après, nous, trieurs, recycleurs-trieurs, on fera le travail de fournir ces industriels-là. Le deuxième point que je m'étais noté, c'est... ce qu'on a parlé ce matin, c'est le cadre législatif. Je pense qu'il faut vraiment donc non seulement limiter ce qui rentre sur le territoire à des matières qu'on sait traiter, en fait, qu'on sait accompagner dans le cycle de vie, et puis comment est-ce qu'on accompagne les industriels, les metteurs sur le marché, à faire de la conception de leurs vêtements sur des matières qu'on sait traiter en fin de vie. On a besoin d'aller encore plus loin dans l'intégration. Aujourd'hui, la filière textile, elle est assez bien intégrée finalement à un certain niveau, mais on a besoin d'aller plus haut dans la chaîne de façon à ce que toute l'analyse de cycle de vie soit complète et que voilà, on puisse valoriser le plus de matières possible. Eh ben, oui, moi je rejoins surtout le financement de la R&D pour continuer à pouvoir monter en échelle. Le textile, c'est des matières qui sont très 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 complexes. C'est pas parce qu'on sait recycler un t-shirt en polyester qu'on pourra recycler un short en polyester, parce qu'on fait appel à des chaînes à des chaînes moléculaires qui sont différentes, à des choses qui ne réagiront pas de la même façon, on ne fera pas les mêmes qualités de produits finis en fonction de la typologie de polyester. Donc c'est vrai que continuer à investir dans la R&D, nous c'est ce qu'on essaye de faire avec Recycle Local, de pousser les outils, parce qu'on est aussi membre fondateur de Recycle Local, puisqu'on vient sécuriser nos gisements, et avec aussi l'ambition demain de pouvoir encore affiner l'outil en allant aller chercher les catégories de polyester, sans aller dans les détails, mais les polyéthers, les polyesters, pour pouvoir affiner et avoir des produits finis de plus en plus bonne qualité. Et puis, moi, je dirais aussi pour Petchka de sécuriser les gisements, d'éviter au maximum l'export, même si évidemment ça repose, c'est des modèles économiques qui sont très vertueux pour certains acteurs, mais de garder au maximum nos déchets textiles, donc vraiment légiférer autour de la définition de ce déchet textile et de les garder en Europe, parce qu'il y a des voies de valorisation. Et quand les chiffres annoncés par eFashion, on se dit comment des acteurs comme nous, Petchka, on aurait à se battre pour aller sécuriser nos gisements, alors que bizarrement, il y en a tellement, quoi. Donc, investir dans plus d'unités comme Recycle Local pour les sécuriser, les caractériser, pour qu'on ait des gisements homogènes, fiables et accessibles en termes de quantité, quoi. Au-delà du prix, évidemment, aussi. Merci, Fanny. Quand on a préparé cette table ronde, Fanny, tu avais évoqué la notion de partenariat public-privé. Et je pense que c'est un point essentiel, la R&D. Hein. Donc, chez Petchka, vous avez fait ces partenariats-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Nous, c'est vrai que c'est quelque chose dont on est très très fiers. On a beaucoup de chance en France d'avoir des acteurs scientifiques incroyables au sein des CNRS. Nous, on travaille beaucoup avec le CNRS de Montpellier et on l'ignore, mais c'est une fierté quand même en région. C'est le plus gros plateau de chimie d'Europe. Donc, c'est le meilleur plateau. Ils ont tous les équipements possibles et imaginables. On a les meilleurs chercheurs en polymères
du monde au CNRS de Montpellier. Et en fait, ça, on l'ignore trop quand on est un peu dans le silo de son activité, d'aller vers la recherche publique, d'aller vers les CNRS, de se renseigner auprès des SAT, auprès des incubateurs de la recherche publique sur les projets, etc. Parce qu'on a la possibilité de s'intégrer à des projets et de favoriser la connaissance et de pouvoir diffuser la connaissance, d'aller vers des vrais projets collaboratifs aussi, parce qu'eux poussent aussi à la collaboration. Nous, en fait, Petchka est né vraiment de ça. En fait, on a rencontré, pour aller très brièvement, un des chercheurs, des directeurs de recherche du CNRS, qui lui avait aussi un industriel qui faisait du polyuréthane, qui voulait verdir son activité. Et en fait, c'est comme ça que les deux mondes se sont rencontrés. Donc nous, on émane vraiment de la recherche publique et c'est une grosse fierté quand même en France. Il faut continuer à soutenir la recherche publique. C'est une petite entorse. Et pour continuer sur ces points-là, alors je suis totalement aligné avec ce qu'ont présenté Olivier et Fanny. Et également, c'est important que toute la chaîne de valeur s'implique. Et en fait, ça commence dès l'éco-conception des produits. On n'en parle pas assez, je trouve, parce qu'en fait, l'éco-conception, c'est quand même à ce moment-là qu'on commence à réfléchir à un produit, quelle va être sa vie, quel va être son avenir derrière. Donc, est-ce qu'il va pouvoir être réemployé? Est-ce qu'il va pouvoir être réparé, recyclé? Et est-ce qu'il va pouvoir derrière être recyclé derrière s'il n'y a pas de voie? Et dans les voies d'éco-conception, c'est important de noter les compositions. C'est un graphique qui est tiré d'une étude de caractérisation des flux qu'on a fait. En fait, on parle de textiles, mais en fait, il y a des textiles. Il y en a une énorme multitude, sans rentrer derrière dans le détail de tous les polyesters qui peuvent exister, de toutes les qualités qu'il peut y avoir. Mais comme vous voyez, c'est pour ça que c'est complexe de recycler, parce qu'il y a plein de choses différentes. Et du coup, une voie de recyclage, généralement, peut traiter qu'une voie, qu'un type de matière ou qu'un type de mélange. Et du coup, il y a besoin de travailler en éco-conception, d'aller vers du monomatière le plus possible lorsque c'est faisable, pour justement favoriser le recyclage. Et également, Olivier en a déjà parlé tout à l'heure, de réduire tout ce qui va être les perturbateurs au recyclage dans l'éco-conception. Donc il y en a une grande diversité. Pareil, on a mené une étude avec des guides d'éco-conception à destination des metteurs en marché, justement, si ça les intéresse, pour justement se renseigner sur ces sujets-là, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites en limitant ce qui n'est pas nécessaire, ou réfléchir à comment ça peut être démantelé aussi en le facilitant. Il y a aussi rendre visible des composants. On parle de la chaussure. Il y a des pièces que, par exemple, comme les cambrions, qui sont une pièce en fait métallique qui est entre la semelle et l'intérieur, la tige, qui en fait qui est une pièce qui n'est pas forcément visible, mais qui est une pièce qui va perturber le recyclage des chaussures. Et en fait, voilà, c'est plein de choses qui sont présentes sur lesquelles il faut réfléchir lorsque l'on conçoit un vêtement. Et c'est capital pour pouvoir derrière développer le recyclage et faire en sorte que ça se passe bien au niveau du recyclage, parce qu'il peut même y avoir des dangers. Je pense notamment à tout ce qui va être des composants électroniques dans des vêtements qui ne sont pas toujours nécessaires, mais qui, dans des infrastructures de recyclage, en fait, peuvent prendre feu ou exploser, et ce qui est dangereux pour l'infrastructure ou pour les personnes qui travaillent dessus. Le deuxième point que j'avais pour améliorer le recyclage, c'est travailler sur la traçabilité de la matière, sur toute la chaîne de valeur. La traçabilité, c'est un réel enjeu. Comment transmettre l'information du metteur en marché, de ce qu'il a mis dans son produit, comment ça a été construit, jusqu'à comment ça va être recyclé, transformé, traité. Et en fait, il y a toute cette traçabilité qui est améliorée. En fait, la traçabilité, c'est la connaissance en tant que telle. Et sans ça, c'est compliqué de développer le recyclage et en tout cas de l'améliorer. Et c'est aussi un moyen de redonner confiance aux citoyens dans le geste de tri. Et parce que c'est mon dernier point, en fait, le geste de tri et le fait d'améliorer la collecte, en fait, c'est le premier point pour améliorer le recyclage, puisqu'aller chercher les gisements, collecter, c'est mettre les gisements à disposition des industriels derrière, et sans ça, on ne peut pas alimenter les usines. Ils ne peuvent pas caractériser aussi les gisements qui sont disponibles pour savoir sur quoi travailler. On ne peut pas aussi dimensionner correctement les usines si on ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir, quels vont être les volumes en entrée derrière. Et du coup, en fait, c'est le premier geste pour améliorer le recyclage, et en fait, qui est accessible à tous, puisque c'est la responsabilité de tous les citoyens d'apporter ces produits au bon endroit pour les collecter correctement, et que derrière, ils puissent être envoyés vers les bonnes voies de valorisation. Je rebondis juste avec une petite anecdote. Donc maintenant, je suis de l'autre côté de la barre, parce que du coup, je vois les déchets textiles. Et je fais partie des gens qui parfois coupent les étiquettes, parce que ça gratte. Machin et tout. Et du coup, l'autre jour, j'étais en train de regarder ce qui tombait dans les bacs de tri, et d'essayer de voir, je vais regarder si c'est bien le bon bac par rapport à l'étiquette. Et en fait, je vois, il y a plein de vêtements où il n'y a plus les étiquettes, parce qu'on les coupe. Et du coup, c'est bête, mais il faut qu'on essaie de penser à mettre ailleurs les étiquettes d'une façon différente pour que ça ne gratte pas, et qu'on puisse les laisser et permettre aux recycleurs après de faire leur travail dessus.
Merci. Donc on voit qu'il y a effectivement plein d'enjeux, plein de bonnes pratiques à mettre en place pour cette filière. Et sans transition, je voulais évoquer le terme de filière locale du recyclage. Voilà, parce que on entend souvent le terme, on devrait avoir des filières locales ou des filières nationales, etc. Donc moi, je voulais vous questionner sur déjà, c'est quoi la définition d'une filière locale ou nationale de recyclage, voilà. Ça comprend quels acteurs, ça va jusqu'où? Est-ce que c'est tout ce que vous venez de nous expliquer, c'est-à-dire de la collecte jusqu'au produit fini, voilà. Et est-ce qu'on peut considérer qu'on dispose d'une filière locale et entière de recyclage en Occitanie ou pas? Et si pas, comment on pourrait l'obtenir? On n'avait pas du tout préparé cette question, donc c'est un vaste sujet. Donc voilà, je vous la pose à tous les trois. Qui veut s'y coller? Et après, on interrogera la salle. Je peux commencer en donnant quelques éléments de réponse. À aujourd'hui, la cartographie que j'ai mis au début le montre, il y a des acteurs qui travaillent sur toute la chaîne de valeur sur le territoire, que ce soit de la collecte, du tri, du tri pour recyclage, de la réparation, de la réincorporation. Il y en a. Donc après, c'est qu'est-ce qu'on va appeler local aussi en fonction des infrastructures, puisque lorsqu'on fait de l'industrialisation, il y a aussi des notions d'échelle qui sont relativement importantes pour faire en sorte que en fait, l'usine soit rentable et puisse tourner économiquement. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire des petites unités, est-ce qu'il faut faire des grandes unités? Et ça, j'ai envie de dire, c'est un peu chaque industriel qui peut le dire derrière en fonction des particularités de son procédé, de comment il veut s'alimenter, de la rareté de son gisement aussi. Un acteur qui travaille sur du coton, du polyester, si je remets rapidement mon graphique juste avant, vous voyez, c'est les deux gisements qui sont le plus présents à aujourd'hui. Donc c'est, entre guillemets, plus facile de s'alimenter sur ces matières-là que si on travaillait sur un acteur qui travaille sur des gisements qui sont beaucoup plus rares, qui ont besoin d'exigences couleurs derrière, qui ont besoin en fait, d'élargir leur périmètre de recherche de matière, parce qu'en fait, c'est des gisements qui sont plus rares et qu'au niveau local, ils ne vont pas réussir à trouver assez de matière pour pouvoir alimenter leurs usines. Donc en fait, il y a vraiment une question, je trouve, à avoir en fonction de quel est le procédé, qu'est-ce qu'il veut faire, de quoi il a besoin de s'alimenter, et en fonction, en fait, ça va faire varier l'échelle locale, je dirais. Vas-y. Non, nous, je pense que Olivier et moi, on est vraiment le synonyme de la coopération locale, puisque on a créé cette unité avec que des acteurs locaux. Donc on avait tous un intérêt à créer une structure qui vienne répondre à chacun à des besoins différents, et aucun des acteurs de recycle local n'aurait pu se lancer dans cet défi industriel seul, en fait. Donc ça a été vraiment un bel exemple, je trouve, moi, de coopération locale, et on est en train de refaire une filière grâce à Recycle Local. Nous, chez Petchka, on a pris la confiance dans nos futurs rendements, dans l'assurance qu'on allait effectivement avoir des gisements, qu'on pouvait monter en échelle et avoir de plus en plus d'ambition. Et je pense que c'est le cas d'autres acteurs comme Paul Boyer, etc., qui va pouvoir avoir des solutions de fin de vie grâce à Recycle Local, la filature du parc qui peut sécuriser ses gisements de laine, etc., etc. Donc, c'est un bel exemple de la coopération qui peut se faire localement. Voilà. Très fière, on est très fiers, nous, en tout cas, chez Petchka, de faire partie de cette coopération locale. En plus, on se partage des bonnes pratiques. On est un peu tous dans le même effort collectif, et je pense que c'est assez rare en France. Je ne suis pas certaine qu'il y ait d'autres types de structures comme celle-ci. Donc c'est une grande fierté, en tout cas pour nous. On est très fiers aussi. Et puis c'est chouette d'aller encore plus loin, je pense, dans la coopération. La filière locale, elle va aussi avec les acteurs qui nous accompagnent. Alors, Refashion est un éco-organisme national, donc effectivement, c'est peut-être un petit peu plus loin, mais typiquement, on a l'ADEME Occitanie qui nous accompagne aussi sur ce projet et qui est là au quotidien et qui a pu introduire ce matin encore l'événement. Et ça, je pense que ça contribue à ce caractère-là. La région Occitanie qui est aussi très présente et qui nous accompagne aussi sur le projet et qui vont faire partie, du coup, à tous les niveaux,
de pouvoir avoir une filière locale qui se structure. Et ça fait un peu le lien avec le point précédent dont on parlait, c'est aussi chacun d'entre nous est acteur de cette filière de recyclage. Et comme le disait Antoine tout à l'heure, pour qu'on puisse traiter les vêtements en fin de vie, c'est super important que les vêtements ils soient pas mouillés, mis dans les bornes de tri, propres et ainsi de suite, de façon à permettre toutes les opérations de recyclage derrière. Donc le local, il va finalement à tous les niveaux, au niveau du citoyen, au niveau des industriels, et puis avec les acteurs publics et privés du territoire pour que ça puisse fonctionner. Merci de cette réponse. Donc on peut passer, si vous le souhaitez, à des questions dans la salle. Donc est-ce qu'on a des volontaires? Merci monsieur, merci madame, super. Oui, alors bonjour. Alors, moi je travaille dans un syndicat de traitement des déchets dans le Tarn. Donc on a un petit peu l'information qui vous manque peut-être sur ce qu'il y a dans les ordures ménagères et dans le tout venant en textile. Et nous ce qu'on observe sur notre territoire, c'est qu'il y a encore autant de vêtements dans les ordures ménagères qu'il y a dans les bornes du relais en fait actuellement. Et la tendance c'est même un peu aggravé l'an dernier. En fait on a un petit peu plus même maintenant de vêtements dans les ordures ménagères que dans les conteneurs à cause des crises qu'il y a eu sur les collectes l'année d'avant. Ça a eu du mal à reprendre un petit peu sur notre territoire puisqu'il y a des gens qui ont pris l'habitude de les mettre aux ordures ménagères. Donc ça, c'est un truc qui s'est vu un petit peu. Voilà. Et après, on travaille avec beaucoup de structures d'économie sociale et solidaire du territoire, associatives. Et depuis septembre de cette année, elles sont plus collectées, en fait. Et ça pose un petit problème, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, elles font déjà un gros écrémage. Et donc, ce qui leur reste, c'est ce qui est très difficilement valorisable. Et nous, on se pose la question, comment faire en sorte que ça arrive peut-être à un endroit qui est plus adapté que le centre de tri du relais qui va envoyer ça en CSR, en filière CSR, souvent en Belgique, quoi. Et c'est pas forcément très cohérent puisque nous, par exemple, on a une usine qui fabrique du CSR. On se demande comment on peut arriver à articuler un petit peu tous ces trucs-là. En fait, c'est pas toujours évident. Voilà. Merci pour cette question et pour ces éléments. Effectivement, pour les ordures ménagères sur le territoire, alors moi, des informations que j'ai, je sais que c'est assez variable des fois en fonction des zones et c'est un travail de longue haleine de faire prendre aux citoyens les bons gestes de tri, mais je pense que c'est de manière générale, pas que pour le textile. Effectivement, il y a une crise assez structurelle de la filière en ce moment. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu ces problèmes. Alors, il y a une crise en fait des débouchés et c'est pour ça que la filière a besoin de se réinventer pour pouvoir justement mieux collecter et mieux traiter les gisements derrière. Et au niveau des reprises, en fait, les centres de tri derrière, aujourd'hui, nous, Refashion, on n'est pas propriétaire du gisement. C'est les centres de tri qui ont la main vers l'orientation et vers leurs différents clients. Donc en fait, c'est à voir avec les centres de tri, peut-être avec qui reprennent vos collecteurs locaux, de travailler aussi main dans la main entre collecteurs, trieurs, pour pouvoir améliorer tout ça et trouver des solutions peut-être au niveau local et des repreneurs. Et si le repreneur historique ne peut pas reprendre, il y a peut-être d'autres collecteurs dans la région qui peuvent essayer de récupérer ces gisements pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture de la collecte sur le territoire. Je ne sais pas si ça répond, je n'ai pas beaucoup plus d'éléments complémentaires. C'est effectivement, nous on travaille avec les collecteurs et comme on disait tout à l'heure pour la ressourcerie, hein, s'il y a un enjeu ponctuel, nous on peut bien sûr aider. Et après, si vous avez des capacités de CSR disponibles, en revanche, ça c'est une chose rare sur le territoire, donc avec plaisir pour échanger après. Bonjour, moi je m'appelle Uriel, j'ai créé une marque qui s'appelle Loulaine pour faire les louanges de la laine. Donc mon sujet c'est la laine.
on n'en a pas parlé beaucoup, mais il y a déjà naturellement que 4% de la laine qui est valorisée en France. Donc c'est difficile de parler de recyclage de la laine quand déjà à la base elle est assez peu utilisée. Mais néanmoins, moi je fais fabriquer des couettes et des oreillers, donc on est vraiment au flocon de laine ou à la laine cardée, donc au tout début de la transformation de la laine, donc elle est très très vierge. Qu'est-ce qu'il y a comme solution pour... moi j'avais envie de dire à mes clients, on peut récupérer les produits en fin de vie et ensuite recycler la laine, mais qu'est-ce qu'il y a comme solution pour des laines qui ont parfois été feutrées, parfois été abîmées malgré tout, et qu'est-ce qui existe comme solution pour recycler cette matière-là? Je peux commencer à répondre et vous compléterez. La laine, effectivement, c'est une petite part de la mise en marché, mais c'est une matière qui est relativement noble et qui est assez recherchée. Et même historiquement, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur le recyclage de la laine. Il me semble que Filature du Parc, c'est ce qui fait à l'origine. Et ça se recycle plutôt bien et c'est même un gisement qui est recherché dans la mesure toujours où c'est un monomatière. Dès qu'il commence à y avoir du mélange, par exemple avec de l'acrylique ou des choses comme ça vient de suite complexifier ce qui peut être fait derrière, mais ça, c'est valable pour la laine et pour toutes les autres matières. Mais c'est possible de refaire notamment des fils. Filature du Parc en est l'exemple sur le territoire qui sait faire des fils en intégrant une part de recyclé derrière. Et je suis sûr que c'est possible en fait, de l'utiliser dans d'autres voies parce que ça a des pouvoirs thermiques. Donc il y a des travails, je crois, j'ai déjà vu passer des gens qui travaillent sur de l'isolation avec de la laine aussi. Même si c'est vrai que comme c'est quelque chose qui est plus rare et un peu plus, on va dire, haut de gamme, c'est pas ce qui est recherché en priorité sur ces gisements-là, qui sont plus orientés vers de la filature, qui justement c'est quelque chose qui fonctionne et qui du coup, autant l'envoyer vers cette voie-là et se permettre d'avoir une totale circularité. Exactement ce que j'allais dire. Nous, on a de la chance d'avoir dans nos associés fondateurs la Filature du Parc qui sont à Castres et qui est vraiment spécialisée dans la laine. Donc, je disais la même chose ce matin pour Miss Aigle qui ne savait pas quoi faire de leur pull abîmé en fin de vie. Envoyez-les nous pour qu'on puisse justement les réintégrer dedans et les Filatures du Parc seront ravis d'avoir. Peut-être qu'on étudie, voir quel est le contenu de la matière pour être sûr qu'on puisse la retraiter après. Mais en tout cas, sur le principe, ça rentre tout à fait dans la solution qu'on va apporter pour les acteurs du territoire. Je rajoute juste un point qui permet d'élargir un peu. En fait, pour le recyclage, le produit n'a pas besoin d'être en bon état, quelle que soit la matière. En fait. Et c'est justement pour ça que c'est important de mettre dans les points de collecte tous les produits qui soient abîmés, troués, des chaussures avec les semelles perforées ou avec le cuir qui a craquelé, je ne sais pas. En fait, il y a besoin de tout mettre parce que ça va pouvoir être traité. C'est pas parce que le pull il a un trou qu'il va pas pouvoir être recyclé. Justement, c'est parce qu'il a un trou qui a potentiellement pas pouvoir être réparé et réemployé qui va être envoyé vers le recyclage. Et du coup, c'est capital de mettre les vêtements, quel que soit leur état, dans les points de collecte. En complément, vous avez l'entreprise Sotexto, donc à la Bastide de Rouerou, qui travaille effectivement des matelas à base de laine, et je pense qu'ils ne seraient pas inintéressés d'avoir des laines, on va dire, recyclées. Du coup, est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Super. Oui, bonjour. Alors moi, je suis Lucie Chantreau, je suis créatrice upcycling sous le nom de Atelier Marcotte. Et en fait, je me retrouve avec beaucoup, par rapport à vos tonnes, etc. Moi, c'est vraiment minime, mais j'ai aussi d'autres collègues créatrices upcycling qui sont confrontés à la même problématique, c'est les chutes de tissus. Alors, j'imagine que nous, on s'apparente du coup à des particuliers qui vont amener en point d'apport volontaire. À ce compte-là, du coup, j'ai deux questions, ça va être plutôt pour monsieur de Recycle Local. Est-ce que ce centre de tri, du coup, il est en cours de création ou est-ce qu'il est déjà en fonctionnement? Et dans ce cas-là, quels sont les points d'apport auxquels on peut amener, nous, les choses qu'on veut donner, qui sont vraiment des chutes de tissu, quoi, qui ne sont pas des vêtements? C'est bon. La troisième, c'est la bonne. Non, je disais sur les chutes de vêtements. Donc effectivement, alors théoriquement, c'est dans les points d'apport de volontaires que vous avez à proximité. Nous, en l'occurrence, on va avoir un point d'apport volontaire à côté de l'usine au Vernet.
Donc ça peut être le point d'apport si nécessaire. Et ensuite, les chutes de production, ça c'est pareil, c'est à étudier parce que donc, nous, ce qu'on expliquait tout à l'heure, on fait du tri optique. Et en fait, les vêtements de petite taille, en fait, on n'arrive pas à les reconnaître. Toute technologie a ses limites. Et en fait, comme c'est un grand tapis noir, il faut qu'il y ait une certaine taille de pièces de tissu pour que la machine puisse le détecter dessus. Donc à essayer. Et puis pour voir si on est capable de prendre. De toute façon, on sera capable de les prendre parce qu'on a un point d'apport volontaire. Mais après, l'idée, c'est d'essayer d'arriver à le valoriser. Et puis si on n'arrive pas, ça ira en CSR. Mais dans tous les cas, vous pouvez l'apporter. Ouais. Alors, du coup, ce que disait Antoine, il faut les mettre dans les bacs de collecte. Hein. Tout, parce que sinon, après, ça ne va pas dans les filières de recyclage, ça va en enfouissement. Et donc, l'idéal, c'est de mettre tout dans les bornes de collecte. Et après, c'est des vêtements qu'on ne peut pas réemployer, recycler, réparer. Ça ira en CSR, mais au moins, c'est dans la bonne filière de recyclage. Alors pour ça, je vous invite à aller sur le site de Refashion où on a une cartographie des points de collecte qui sont conventionnés avec nous. Alors le relais est un acteur majoritaire qui est connu, mais il y en a d'autres. Il y a Emmaüs, il y a des ressourceries de quartier, il y a des metteurs à marché qui mettent des points de collecte dans leurs boutiques. Il y en existe une grande diversité. Et c'est pour ça que je vous invite à aller sur le site de Refashion. Il y a un site, quand on va sur le site citoyen, il y a trouver votre point de collecte et vous avez une carte de tous les points de collecte qui sont sur le territoire, près de chez vous, et où vous pouvez aller déposer vos produits. Et s'ils sont conventionnés avec Refashion, normalement, la convention qu'ils ont avec nous font qu'ils acceptent tous les textiles, quels que soient leurs états, pour justement, derrière, pouvoir essayer de les orienter au mieux. Et collecter, même si ce n'est pas recyclé aujourd'hui, je le redis, c'est important pour pouvoir justement comprendre ce qu'il y a dans les gisements et travailler sur ce qui n'est pas recyclé aujourd'hui et savoir ce que c'est pour pouvoir créer les voies de recyclage de demain. Merci beaucoup. Lucille Sauve de l'ADEME Occitanie. Moi, j'ai une question qui s'adresse à tous les trois. Votre perspective sur une articulation locale versus européenne à chacun de vos niveaux, que ce soit éco-organisme, puisque vous conventionnez avec des opérateurs de tri qui sont aussi à l'étranger, des capacités de surtri et les capacités de recyclage. Comment est-ce que vous voyez l'horizon à 5 ans, 5-10 ans, notamment avec des très gros projets européens comme ReHubs qui cherchent à créer des centres spécialisés. Voilà, quelle est votre perspective sur l'articulation locale versus européenne sur l'intrant, les gisements entrants et sortants de vos structures? Ouais, je peux commencer à répondre et puis je vous laisserai y aller. Effectivement, nous, on est au niveau national et on travaille au niveau de l'échelle européenne. Point assez important, Refashion, on était le premier éco-organisme au monde sur les textiles d'habillement. On était encore le seul jusqu'à il y a encore 1 ou 2 ans. Donc on est assez précurseur sur le sujet et il y a un cadre européen qui est en train de se mettre en place. Donc effectivement, on travaille à l'échelle européenne puisqu'il y a des synergies qui peuvent être créées avec les territoires européens. Il y a aussi des projets de recyclage qui vont se créer en Europe et il peut y avoir des synergies qui peuvent être faites. Et nous, on conventionne effectivement avec des opérateurs de tri étrangers pour venir trier les gisements français, puisqu'il y a un besoin de trier les gisements. Il n'y a pas assez de structures en fait, en France qui trient par rapport à tout ce qu'on collecte et ce qu'on doit collecter et on doit aller chercher. Donc il y a un travail à faire en fait, aux 2 niveaux, j'ai envie de dire, pour pouvoir faire en sorte que l'industrie se développe au mieux sur le territoire et faire en sorte que la France et l'Europe puissent rester maîtres en fait, des gisements et des matières qu'il y a, puisqu'en fait ce sont des ressources qui peuvent être exploitées pour favoriser l'industrie. Et pour la vision à 5 ans que vous disiez, en fait, ça bouge beaucoup actuellement. Il y a beaucoup de projets qui sont annoncés, qui sont en cours de déploiement. Et du coup, dans les années à venir, on va voir apparaître de nombreuses infrastructures
en France, sur les territoires, mais également dans des pays européens frontaliers ou plus loin. Et il y a du coup des réelles questions à se poser sur comment travailler tous ensemble et comment faire en sorte d'exploiter au mieux ces capacités qui sont créées pour qu'elles puissent servir à traiter ces gisements qui sont collectés actuellement et ceux à venir. Puisque nous, en France, on va collecter plus, mais avec la mise en place d'un cadre européen, on sait que les pays autour vont aussi collecter plus. Et du coup, il y a un réel enjeu de développer et d'avoir des structures qui puissent traiter tous ces gisements qui vont arriver dans les années à venir. Donc nous, Recycle Local, l'objectif c'est de travailler en local. Donc j'espère que voilà, l'intention c'était de pouvoir essayer de dupliquer ce modèle-là dans toutes les régions, en France et ailleurs. C'est vraiment l'idéal. Du coup, on garde une vraie proximité entre le déchet textile, le collecte, le triage, le recyclage et puis le CSR. Donc on arrive à garder une vraie notion de proximité dans toute la chaîne de recyclage. Et bien sûr, en commençant par le réemploi, la réparation, ainsi de suite, et vraiment de faire vivre tout cet écosystème dont on a parlé tout à l'heure. Et après, c'est vrai que Recycle Local, nous, par essence, on est européens. Parce que déjà l'Espagne est à 4 heures d'ici et on est plus proche de l'Espagne que de certains coins d'Occitanie. Donc c'est vrai qu'on est par essence européen et que notamment un de nos sociétaires fondateurs, Coléo, est espagnol. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup avec eux. On fait partie d'un projet européen qui s'appelle Sudway, qui travaille avec le Portugal, l'Espagne et la France. Je crois que c'est ces trois pays-là. Pareil, pour comment est-ce qu'on crée en local, comment est-ce que... le local, c'est un terme qui peut être plusieurs sens, mais en tout cas, voilà, comment est-ce qu'on essaie de travailler en proximité, entre acteurs de proximité, pour développer les solutions les plus locales possibles de traitement de nos déchets. Oui. Moi, je te rejoins aussi dans la notion de local. C'est vrai qu'importer des déchets de l'autre bout de l'Europe, ça ne fait pas énormément de sens. Nous, on travaille déjà avec beaucoup de structures à travers toute l'Europe, parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions pour la valorisation du polyester qui sont matures et qui acceptent des gisements et qui les retraitent aujourd'hui. Donc, on a des déchets qui viennent de beaucoup de pays européens. Et l'idée, c'est de pouvoir se massifier au plus proche des gisements. Donc là, voilà, on est une jeune entreprise, mais l'idée, c'est de voir les provenances et peut-être avoir des centres de préparation de matière au plus proche des gisements pour pouvoir les envoyer dans les usines de recyclage chimique et pareil, de pouvoir être le plus local possible, parce que nous, on a quand même à cœur cet impact environnemental et le transport est une grosse partie de cet impact. Et en fait, voilà, ça n'avait pas beaucoup de sens d'importer des déchets de Suède, selon moi, à ce jour, quoi. Bonjour, Jade Molinier, je travaille en tant que chargée de relations clients chez EcoCert. Donc nous, dans notre activité de certification, on se heurte très souvent à la question de la connaissance, que ce soit du consommateur ou même des entreprises textiles, la connaissance de ce qu'est le recyclage, de ce que ça implique. Dans l'ensemble de notre activité, c'est un gros enjeu, la communication. Je me demandais, vous, à votre niveau, quels sont vos leviers, quelles sont vos actions sur ce qui est de la communication aux consommateurs, consommatrices, et également aux industriels, aux marques, aux metteurs sur le marché. On l'a vu notamment tout à l'heure, je suis désolée, je ne me souviens plus du nom avec monsieur de Rockfield, il y a de la demande des industriels, des marques. Comment vous répondez à ça pour inciter à la fois le consommateur à recycler efficacement, à savoir quels gestes prendre, et les entreprises, les marques, les metteurs sur le marché, à créer des possibilités de réemploi via leur entreprise, de reprise des déchets, tout ce cycle-là. Alors, nous, très humblement, au niveau de Petchka, on a mis en place tout un système de traçabilité parce que tout à l'heure, on parlait de confiance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des industriels avec lesquels on travaille nous disent « mais comment je suis sûre que vous n'allez pas l'envoyer je ne sais où ?» Vous nous dites... Donc, en fait, on a tout simplement mis en place un système de traçabilité où le détenteur de gisement peut voir du début jusqu'à la fin ce qui se passe avec son gisement. Et on est en cours... Enfin, on a fait des demandes de labellisation GRS, justement, puisque vous êtes d'EcoCert, parce que c'est vraiment un gage aussi de qualité. Alors aujourd'hui, en France, on peut faire des certificats de recyclage.
Mais pour nous, c'est très important qu'elles aient ce label de certification GRS pour prouver que notre chaîne de valeur est efficace, qu'on utilise réellement des matières recyclées. Et également pour les utilisateurs de polyol, c'est très important de connaître l'origine des gisements. Donc en fait, on fait une espèce de petite cartographie pour que les utilisateurs sachent d'où viennent leurs gisements. Donc, voilà, pour redonner confiance, parce que, les différentes actualités ont fait un peu de mal. Nous, pour continuer sur ce que disait Fanny, la sensibilisation, c'est un gros sujet chez nous, chez Refashion, et de manière transverse, que ce soit de la sensibilisation B2C, donc envers les citoyens, ou B2B, envers les entreprises. C'est un gros sujet. Il y a beaucoup de travail à faire et c'est un travail de longue haleine, là aussi, puisqu'en fonction des acteurs, nous, un constat qu'on fait, c'est qu'il y a une énorme disparité de connaissances entre les acteurs, même au sein d'un même niveau, c'est-à-dire au sein des metteurs en marché. Il y a des metteurs en marché qui sont extrêmement au fait de la filière, du recyclage, de tout ça, d'autres qui c'est tout nouveau. Et c'est un énorme enjeu pour nous qu'on essaie de faire, de pouvoir adresser à tous ces acteurs-là des supports. Alors on essaie d'en développer le plus possible. On mène des études, on essaie de faire des webinaires pour sensibiliser. On essaie de faire des supports de communication pour sensibiliser. J'ai ma collègue qui est des collectivités qui est là aussi et qui travaille avec les collectivités locales justement pour essayer de sensibiliser au niveau des citoyens. Il y a plein de choses qui sont possibles de faire et du coup ça pourrait être un sujet très long de dire tout ce qu'on fait chez Refashion, mais effectivement c'est un sujet qui est extrêmement important et on essaie d'y travailler du mieux que l'on peut à notre niveau d'éco-organisme pour sensibiliser tous les acteurs sur la réalité du recyclage aujourd'hui et pas que du recyclage de manière générale sur la circularité de la filière. Juste un dernier petit complément là-dessus, c'est ça peut être intéressant de travailler avec Recycloc, pour le coup, qui est le cluster textile économie circulaire en Occitanie, et avec Refashion sur comment est-ce que on accompagne les acteurs de la filière. Je pense qu'il y a des choses à faire pour essayer de travailler au niveau des entreprises, au niveau des citoyens. Comment est-ce qu'on peut apporter l'expertise, travailler ensemble là-dessus. Écoutez, il me reste le mot de la fin, donc qui va être très simple. Je vais remercier nos trois intervenants. Donc, merci Antoine, merci Olivier, merci Fanny de vous être prêtés au jeu et je vous souhaite une très belle fin d'après-midi et de séminaire. Merci à tous.